4 anciens militaires portent plainte contre l'armée. Il s'agit de 4 ex-militaires du régiment parachutiste d'élite basé à Castres dans le Tarn. Ils dénoncent tous un climat très toxique qui les aurait menés au bord du suicide. On est avec Maître Thibault Lafourcade. Vous êtes l'avocat de ces 4 anciens militaires de ce régiment. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Je voulais qu'on écoute, avant de vous donner la parole, le témoignage d'une des victimes présumées. Il s'appelle Clovis, il a accepté de témoigner à visage découvert à notre micro. Il raconte l'une des multiples agressions qu'il dit avoir vécues. On l'écoute. Le chef de section, il commence son discours. Oui, là t'es fini, trop tard. En gros, t'as fait la faute de trop. Là, en gros, on va te péter la gueule, on va te briser la mâchoire, on va te défoncer, tu seras pas reconnaissable. En gros, on va faire de ta vie un enfer. On va tellement t'enculer qu'on va faire de ton trou de balle un gare à 400 M. C'est un gare en avion, quoi. Et en gros, il m'a dit, là, ta seule solution, c'est de déserter. Bon, attaquer à ce moment-là. D'abord, le sergent qui était en face de moi, vu qu'il a vu que je me défendais, je dirais que ça les a... Oui. Physiquement? Oui, il m'a saisi physiquement. Ouais. En fait, il m'a saisi dans un premier temps physiquement. Et il voulait me plaquer au sol pour qu'il puisse me lyncher, en fait. Et en fait, je me suis défendu. À un moment donné, il arrive en fait, il m'étrangle par derrière. Et il arrive à me basculer en arrière. Et là, en gros, il continue de m'étrangler et il m'empêche de respirer dans mon dos, quoi. Et j'arrive tant bien que mal à le refaire passer, mais bon, ça reste comme ça, où ils sont deux sur moi quelques temps, quoi. Et il continue de me dire, arrête de te défendre, c'était une merde. Enfin, il m'insulte, en même temps, il me dit d'arrêter de me défendre. La scène a dû durer 3 minutes, je dirais. Et après, il m'a pris par le col, et là, il m'a vraiment fait comprendre que, vu qu'il savait que pour moi, ce qui importait, c'était juste la camaraderie et l'honneur, il m'a vraiment dit, et là, il est où ton honneur, là? Il m'a insulté de tous les noms, je ne sais plus exactement de quoi il m'a insulté, mais en gros, il m'a insulté. Et où ton honneur maintenant, hein, c'est qui le mal alpha maintenant? En tout cas, c'est pas toi, tu vois. Maître Thibault Lafourcade, je disais, vous êtes l'avocat notamment de cette victime présumée. Ce qu'il décrit là, c'est d'une extrême violence. Oui, c'est parfaitement inadmissible. C'est parfaitement inadmissible, d'autant qu'il faut imaginer que ces violences, ces brutalités ont été répétées, quotidiennes, dans des proportions qui sont inimaginables en réalité. Et ça rend ce dossier et les faits dénoncés parfaitement inacceptables. Des violences gratuites? Gratuites, en réalité, si vous voulez, de ce qu'on comprend de ce qui est versé au dossier, c'est que c'est une façon pour la hiérarchie de discipliner, humilier, violenter, brutaliser. C'est une façon de discipliner et c'est une façon de tenir la section, de tenir le régiment. On parle de qui, là, précisément? C'est important de le rappeler. Nous a rejoint sur le plateau Général Jérôme Pellistrandi. Merci d'être avec nous. Et Patrick Sauce du service international de BFM TV. Vous vous intéressez aussi aux questions qui concernent le ministère des Armées. On va y revenir. Mais Général Pellistrandi, on parle là du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine de Castres. C'est un corps d'élite. Oui, mais que ce soit un corps d'élite ou une unité classique, ce type de comportement, rien ne le justifie. Rien ne le justifie. Et c'est pas parce que vous êtes dans une unité qui parachutiste que les cadres doivent avoir un tel comportement. Donc évidemment. C'est totalement condamnable. Le 8e RPIMA, c'est un régiment d'environ 1200 hommes et femmes, hein, il y a aussi des femmes parachutistes au sein de ce régiment. C'est un régiment, il y a pratiquement un an, un de ces soldats, dans le cadre de l'opération Sentinelle, avait été blessé au couteau garde de l'Est. Hein. Bon, mais dire cela ne justifie pas des comportements individuels de cadres qui n'ont rien compris à ce qu'était l'aguerrissement, la cohésion. Donc c'est totalement condamnable, bien sûr. On va le réécouter, Clovis, qui témoigne. Il parle du fait que ça a commencé dès le départ, en fait. Dès son premier jour dans ce régiment, les humiliations, les agressions ont commencé. On l'écoute. Et le premier jour, il y a un mec, il m'a pris dans les rangs, il m'a chuchoté ça à l'oreille, vraiment un peu sournois, quoi. Ça avait rien de loyal ni rien. Il m'a chuchoté, Trito, t'es une merde, t'es la dernière des chiasses. T'inquiète pas, je ferai en sorte que tu arrives dernier de la formation. Quoi que tu fasses, tu arriveras dernier, quoi. Ou sinon, tu partiras. Ça a commencé dès le début. Oui, ça a commencé dès le début pour
Monsieur Tritot parce que ils ont très vite senti que il avait un certain bagage intellectuel, une certaine capacité à dire non. Il faut quand même imaginer que ce qui l'a mis en difficulté très vite, c'est qu'il a refusé le lynchage d'un camarade. Il avait été dit à toute la section, vous voyez celui-ci, on va vous laisser dans une pièce avec lui et il va sortir, vous l'aurez défoncé pour reprendre les termes. Et mon client, c'est quelque chose qu'il refusait. Et il refusait aussi de boire de l'alcool dans des quantités astronomiques, car c'était la réalité du régiment. Mais on le forçait aussi à se saouler, en fait. On le forçait à servir de l'alcool au cadre, alors que c'était parfaitement interdit. Et ça, jusqu'au bout de la nuit. Et le matin, il recommençait les travaux d'intérêt général qu'on le forçait à faire. C'est un ensemble, mais si vous me le permettez, j'entends, parce que la plainte est déposée contre un certain nombre de cadres, mais également contre le ministère des Armées. Pourquoi ? Contre le ministère des Armées, parce qu'il nous semblait absolument normal de remonter toute la chaîne hiérarchique. Je crois qu'on ferait une erreur si on regardait ce dossier simplement sous l'angle individuel. Il y a, je pense maintenant, à questionner la problématique systémique de la formation de nos jeunes soldats. Et avec une génération qui refuse maintenant d'être humiliée pour être disciplinée. Et je voudrais préciser un point, si vous me le permettez. On a là 4 individus et plus largement 25 qui témoignent dans ce dossier, qui savaient à quoi s'attendre. La rigueur, l'absolue dureté qu'il faut accepter parce qu'ils ont quand même vocation à être déployés sur la ligne de front, ils étaient préparés. Ils savaient qu'ils étaient prêts à en baver, en gros. Oui, ils savaient qu'ils étaient prêts à en baver. Mais par contre, pas être violentés, pas être menacés de sévices sexuels, pas être humiliés dans de proportions. Parce que je vous donne 2 exemples, si j'ai quelques secondes. Bien sûr, vous avez tout le temps. Il y a quand même un des leurs qui a été plongé plusieurs jours dans un canal d'excréments humains. En Roumanie en opération, parce que l'idée était quand même de l'humilier devant toute la section qui quotidiennement passait devant lui. Vous voyez qu'on est bien au-delà de la rigueur nécessaire. Vous parlez de cette mission en Roumanie. Effectivement, c'est un témoignage marquant. L'un d'entre eux évoque ses pensées suicidaires pendant cette mission en Roumanie. Il dit qu'il est épuisé psychiquement à ce moment-là. Il finit par craquer. Il avale plusieurs paquets de médicaments, du tramadol, du doliprane, avant d'être retrouvé in extremis dans la forêt roumaine. Et l'un des cadres, qu'il décrit comme un colosse de 2 mètres et 120 kilos, lui assène alors une gifle monumentale dont il conserve des séquelles permanentes du tympan. Et même à ce moment-là, alors qu'il est visiblement très affaibli, il est traité de merde, de faible, il est surnommé Doliprane jusqu'au bout, et il dit j'ai dû partir parce que c'était une question de survie en fait. Vous avez parfaitement résumé cette situation qui selon moi est symptomatique de ce dont on parle aujourd'hui. Il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait supporter, il a commis cet acte qui aurait pu être un acte irréparable. Et alors qu'il se réveille à peine, un cadre, au lieu de venir en soutien parce qu'il vient d'être sauvé in extremis par ses camarades, lui assène une gifle qui lui décolle le tympan. Et ça va un petit peu plus loin. Quand je vous dis que ce cas est symptomatique, dans les rapports qui ont été transmis, tout cela est immédiatement maquillé. C'est-à-dire que ça ne paraît dans aucun rapport. Et alors qu'il doit être rapatrié en France, il est rapatrié disciplinairement et non pas sanitairement. Ce qui fait qu'il a dû ensuite lui-même supporter les frais de son rapatriement. Il a dû payer son propre retour. Payer son propre retour. Ça va très très loin dans ce qu'ils ont eu à subir. Votre regard de militaire sur tout ça Et c'est accablant pour les cadres de contact qui ont eu un tel comportement, parce que j'ai commandé un régiment il y a déjà une vingtaine d'années, y compris en opération, c'est totalement intolérable. Vous n'avez jamais été confronté à de telles violences ? Alors, j'ai été confronté à des comportements individuels. Alors la problématique, c'est entre le comportement individuel et puis parfois le risque d'un phénomène de groupe. C'est-à-dire qu'on en prend un comme souffre-douleur. Et donc ça, c'est le rôle justement du commandement, de casser ça, d'être présent, de regarder. Et mais donc, ça arrivait souvent qu'il y ait un militaire qui soit pris comme souffre-douleur ? Alors, non, parce que globalement, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'aspect systémique. C'est bien, on ne commande plus aujourd'hui comme on commandait il y a 50 ans. C'est vrai. Bon, et maintenant, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas confondre ce qui est le cas quand vous allez dans une unité comme le 8e RPIMA entre l'aguerrissement et cet harcèlement absolument insupportable. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, à la suite des plaintes déposées, il y a une enquête de commandement qui va être faite pour vous, justement, évaluer
toutes les responsabilités. Responsabilité de l'encadrement de contact, voir qu'est-ce qui s'est passé pour arriver ensuite à des sanctions. Parce que les individus qui ont eu de tels comportements, mais ils doivent être sanctionnés. Sanctionnés sur le plan professionnel. Et puis après, bien sûr, il y a l'enquête judiciaire, il pourra y avoir des poursuites pénales. Et ce qui est intéressant, et vous parliez de ce bouc émissaire, il dit autre chose. Il parle de l'isolement psychologique, justement, de ceux qui sont pris en grippe par certains cadres. Tout l'objectif, c'est de monter les autres contre lui. On regarde à nouveau ce témoignage. Et en général, en fait, il donnait des punitions collectives aux autres par rapport à moi. En gros, il y a un test, un rituel, où en fait, ils prennent un quart, donc une espèce de verre, quoi. Et les mecs, ils mettent tout plein de trucs de merde dedans, de l'alcool, des poils de bite, du sperme, de la pisse. Et en fait, les mecs doivent le boire parce que c'est une tradition, quoi. Et moi, je dis, non, moi, je le ferai pas, ça. Moi, je suis pas venu à l'armée pour m'humilier comme ça, quoi. Et le sergent faisait, ok, Trito, il veut pas faire ça, ok, d'accord. Bon, on va voir s'il va pas faire ça. Et 10 minutes après, il trouve un prétexte. Ouais, Trito, t'approches et il y a un demi-centimètre ouverte. Ok, la section, on se met en gainage à cause de Trito. Ou la section, on va danser sous la pluie pendant 3 heures parce que Trito, il a sa poche ouverte. Et en gros, ils font très bien comprendre que les autres finissent par te détester. Et très vite, en fait, les pires moments de ma formation, c'était dès le début. Parce qu'en fait, j'avais les cadres sur mon dos. Et les soldats qui ne me connaissaient pas, en fait. Donc, en fait, vu qu'ils n'avaient pas d'amitié avec moi, au départ, ils me détestaient. Donc, il est presque écarté, en fait. Il est seul, il se retrouve seul contre tous pendant un temps. Oui, c'est ça. Et on prend toute la section à témoin de ce que, si eux-mêmes ont à subir des sévices, c'est à cause de Monsieur Trito. Mais si vous me permettez, je voudrais rebondir sur un point, parce que modestement, à mon niveau, je ne vois pas bien dans ce qui m'est rapporté dans ce dossier, mais dans d'autres, la différence entre la façon de manager, la façon de diriger d'il y a 40, 50 ans et celle d'aujourd'hui. Et je pense que ce qui est important, peut-être, à la lumière de ce dossier, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. D'abord, première question, comment on peut expliquer que rien ne soit remonté ? C'est-à-dire parce que la hiérarchie nous dit aujourd'hui qu'elle n'était pas informée, c'est selon moi une première difficulté. Mais parce qu'il y a une omerta, non ? Justement, c'est pas tout le problème dans l'armée ? C'est l'omerta. Et la question, et là pour le coup, je vous rejoins, c'est comment on fait pour la briser. Comment on fait pour la briser ? Et la deuxième mesure, c'est aussi pour ça qu'on s'est permis d'interpeller directement Monsieur le Ministre, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait d'abord pour régler la situation au 8e RPIMA de Castres, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que dans d'autres régiments, il n'y a pas exactement le même type de comportement qui sont à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Non, mais je pense que d'abord, ces affaires sont exceptionnelles. Ce qui traduit le fait... Exceptionnelles, vous voulez dire, elles sont rares ? Elles sont rares et exceptionnelles par leur violence ? Par leur rareté. Maintenant, oui, il y a ces comportements déviants. Alors, ce qui est extrêmement important... Mais ma question, pardonnez-moi, je vous arrête, mais est-ce que c'est qu'elles sont réellement rares ou qu'il y a eu une omerta, justement ? Je crois que... C'est la grande muette, c'est pas pour rien. Non, aujourd'hui, on peut plus se permettre d'être la grande muette. D'une part, parce que les choses finissent par se savoir. Donc penser qu'on peut bien cacher le truc, essayer de l'enfouir. Par contre, c'est la responsabilité du commandement de savoir voilà ce qui se passe. Il faut comprendre aussi qu'une armée qui est très employée, avec des déploiements en permanence, c'est aussi une difficulté pour que tout remonte en quelque sorte, et c'est le rôle de l'encadrement de contact. Et ce qui veut dire que l'un des enjeux, bien sûr, et là-dessus, le chef d'état-major de l'armée de terre et ses prédécesseurs travaillent énormément, c'est sûr, l'encadrement de contact et la formation. Ça aussi, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire des jeunes qui a 25 ans, qui a 25 ans et qui va encadrer un jeune qui a 18, 19 ans, eh bien, il faut former les formateurs. Et ça, c'est un travail permanent, c'est un travail qui ne cesse de progresser, mais c'est vrai, il faut, dès qu'il y a un comportement déviant, il faut immédiatement le casser, le sanctionner, parce qu'il n'a pas sa place dans l'institution. Eux, ils ont eu le courage de porter plainte. Est-ce qu'ils vous ont raconté le déclic qui les a portés à porter plainte ? Parce que c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Le déclic, je crois que c'est en fait plus exactement une accumulation. C'est une déception immense. Et puis, il était quand même très important de le dire, une détresse psychologique. Parce que dans les 25 témoignages que l'on a reçus à mon cabinet, la très grande majorité est dans une détresse psychologique
terrible. Ils sont suivis par des psychiatres, par des psychologues, parce qu'ils ne se remettent pas du harcèlement qu'ils ont eu à subir. Et il y a quelque chose qui est important aussi, selon moi, c'est ce sentiment d'impunité qui reste. Parce que, je vous donne un dernier exemple, si vous me le permettez. À un moment où un cadre crache sur un béret, il est alcoolisé. Il met la section en rang et il crache sur le béret anglais, partenaire de la France. Il va ensuite demander à un soldat de venir lécher son téton. Et ce qu'il dit a posteriori, c'est « je suis intouchable. La loi ici, c'est moi ». Et ce qu'ils ont voulu dire aussi, simplement, c'est « est-ce qu'on n'a pas des droits, nous, en tant que militaires du rang, est-ce qu'on n'a pas des droits fondamentaux qui doivent être respectés, même lorsqu'on fait nos classes ?» Ils font quoi maintenant? Ils ne sont plus dans l'armée? Alors, certains y sont en arrêt de travail. Sur les 4, certains y sont en arrêt de travail? Oui. Certains y sont en arrêt de travail. Ils sont bien incapables psychologiquement de même penser à remettre un pied au régiment. Et d'autres ont déserté. Désertion quand même, qui aussi, et ça c'est une vraie question, est bien souvent la dernière solution qu'il leur reste. Or, lorsqu'on déserte, on ne peut obtenir aucun droit derrière. Donc certains ont déserté, certains sont encore en poste, et ceux qui ont déserté sont en train de se reconvertir. Sur la réponse du ministère des Armées, Patrick Sauve, puisqu'on le rappelle, vous avez porté plainte ils ont porté plainte contre leur supérieur hiérarchique et le ministère des Armées. Que répond le ministère des Armées? Le ministère des Armées dit appliquer la tolérance zéro. En fait, l'idée pour le ministère, le général l'a expliqué, il y a l'enquête judiciaire, de toute façon la plainte qui va être vraiment vérifiée, je dirais, presque au civil. C'est pas tout à fait la norme, mais puisqu'on parle de militaires et de civils, j'essaye de faire le distinguo. Et il y a ce qu'on appelle donc une enquête de commandement qui peut paraître un petit peu étrange forcément lorsqu'on est en dehors de cette grande brigade de parachutistes, la 11e à Balma, c'est l'état-major qui chapeaute notamment le 8e RPIMA. Pourquoi c'est un peu étrange? C'est-à-dire qu'on va faire ça dans l'entre-soi, oui, de l'armée, avec l'idée de voir jusqu'où c'est allé. Maître, vous parliez de section. Est-ce que c'est resté véritablement dans la section avec un comportement personnel? Vous entendez parler de cadre depuis tout à l'heure, mais ça veut dire quoi là aussi en langage civil? C'est un adjudant-chef, c'est un sous-officier. Cadre, c'est pas le grand général qui passe des consignes. En tout cas, ça n'est pas avéré. Et l'idée de l'enquête de commandement, c'est d'aller voir, de mettre aussi, parce que c'est ce qu'on dit à l'armée, pour l'instant on est dans du parole contre parole, simplement il y a une parole qui est accompagnée d'un dépôt de plainte, et il y a des preuves qui sont apportées par, je dirais... Sauf que là, en l'occurrence, quand même, Patrick, je vous arrête, il y a des enregistrements. Oui. Il y a des enregistrements, non mais ça va être vu. L'idée, encore une fois, c'est de savoir si c'est avéré, mais ça c'est l'enquête de comportement, l'enquête de commandement, pas l'enquête judiciaire, ça c'est autre chose. Mais aussi savoir si c'est resté circonscrit à cette section, ou si, juste au-dessus, il y a le cadre de dessus qui a fermé les oreilles, fermé les yeux, voire à cautionner. Si encore au-dessus, au niveau du colonel, qui est censé avoir quand même une oreille sur tout ce qui se passe sur les quelques centaines de militaires qui sont là. Alors oui, on est dans quelque chose de particulier, 8e RPIMA, on est dans la coloniale, ça a été fondé en Indochine. Il y a parfois des traditions coloniales qui ne sont plus d'aujourd'hui. Entre des traditions qui sont un peu vieillottes et des comportements qui sont là au-delà de la loi, et plus que répréhensible, inacceptable, il y a quand même un pas. On parlait d'enregistrement, on en a un, justement, on peut l'écouter. Mais bien sûr, mon gars, on en a après toi. Mais là, mon gars, tu vas devenir la pute de la compagnie, mais jusqu'à que j'en ai marre. Et là, pas de chance pour toi, j'ai une passion, tu veux. Si tu veux, tu as une option, et ce soir tu désertes. C'est la seule option ou ça, si tu veux pas que je transforme ton truc de balle en un hangar à 400 000. C'est hallucinant. Avec, justement, on l'évoquait, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi ça. Donc, ce qui fait que le comportement de ces cadres de contact est juste totalement, mais intolérable. Des propos comme cela ne peuvent pas être tolérés. Et Patrick a raison. Oui, il y y avait... Enfin, en tout cas, ils prennent le risque d'être diffusés. Donc, il y a bien plus de contrôle aujourd'hui. Voilà. Et ce qui prouve la bêtise. Et dire... il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est ne pas confondre ce qui est la cohésion et puis le débordement, où là, c'est du grand n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions sur BFM TV. Vous avez donc porté plainte et on suivra l'évolution de cette affaire. Merci à tous les trois.